Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse toute l'actualité des shows de la WWE. Et aujourd'hui, nous allons parler de SmackDown, l'avant-dernier SmackDown avant WrestleMania. Je suis Giscal. Et pour vous parler de cet avant-dernier show bleu avant WrestleMania, j'ai décidé en ce lundi de Pâques qu'il me fallait un petit peu plus de douceur. Et donc j'ai expédié le rustre Yerem pour le remplacer par Letty. Comment ça va, Letty? Salut Gisèle, salut à tous. Écoute, ça va, très bien. C'est un petit moment que je suis pas venue, donc il fallait bien que je me montre un petit coup sur cette road to Ah WrestleMania. bah oui. C'est la route vers WrestleMania, ça y est là, il faut être au rendez-vous. C'est là où on voit les vrais, tu vois. Tu arrives quand ça compte. C'est ça qui est important. Alors on va voir si SmackDown était là au moment où ça comptait, puisque avant dernier show, comme je disais avant WrestleMania, avant dernier show, et même j'ai presque envie de dire un petit peu dernier vrai SmackDown, parce qu'on sait que le tout dernier SmackDown qu'on aura la semaine prochaine, surtout maintenant que les PLE sont passés, alors c'est encore plus vrai avec WrestleMania, mais c'est vrai qu'avec le passage au samedi soir. Maintenant, le battement est très très faible et souvent le dernier SmackDown, c'est bon, il y a un petit peu ceux qui prendront l'avion en dernier qui seront encore là. Donc c'était peut-être la dernière occasion d'avoir une grande répétition générale à SmackDown en ce 29 mars 2024. Et la WWE avait choisi Uncasville dans le Connecticut pour ce faire. Et on va ouvrir avec un match. On commence avec les choses sérieuses ce SmackDown avec un Randy Orton et Kevin Owens contre les Pretty Deadly. Pretty Deadly, une équipe mise de côté pour WrestleMania, qui avait perdu son match de qualif pour intégrer le grand six-pack ladder match pour les titres par équipe et qui donc vont servir ce vendredi un petit peu de faire valoir pour la paire d'un soir, Randy Orton, Kevin Owens, les deux challengers au titre de Logan Paul à WrestleMania, le titre US. Bon, écoute, pas peut-être pas un match inoubliable, donc peut-être pas nécessaire de faire un play-by-play, mais voilà, un match assez classique des Pretty Deadly, beaucoup de cabotinage, de spots un petit peu humoristiques, de tricherie des deux méchants, mais au final, bon, peu de doute sur le résultat, à moins que, puisque finalement. Le suspense a été apporté par une apparition surprise de Logan Paul qui, au terme d'un match, encore une fois assez classique, sort de dessous le ring, enfile son poing américain, son arme fétiche maintenant depuis plusieurs mois, et sèche Kevin Owens d'une droite bien sentie, permettant à Elton Prince de voler le tombé. Au grand désarroi de Randy Orton qui commence un petit peu à engueuler Kevin Owens, c'est ça qui est assez drôle. Il commence un peu à l'engueuler, il dit attends, qu'est-ce que ce bordel, j'étais en train de m'occuper des deux dehors et toi tu te fais coucher en un coup. Mais en fait, entre-temps, il y a eu la VAR, il y a eu l'arbitrage un peu vidéo, alors pas complètement l'arbitrage vidéo parce que le résultat du match ne sera pas retourné, mais en tout cas le ralenti tourne sur le Titantron. Et donc Randy Orton voit que c'est Logan Paul qui est venu tricher, intervenir et coucher son partenaire d'un soir. Donc il comprend, il s'excuse, il dit désolé, j'avais pas vu. Donc il se relève et donc deuxième fait un petit peu rigolo, c'est que c'est surtout qu'on voit sur le ralenti que Logan Paul retourne sous le ring. Donc il y a tout le public, donc il y avait une ambiance un peu house show, c'était drôle, tout le public qui montre à Randy Orton le tablier du ring, qui dit en dessous, en dessous, en dessous. Et donc voilà, c'était un petit peu c'était un petit peu mis en scène, c'était un petit peu clownesque, mais donc Randy Orton, après avoir un petit peu hésité, soulève le tablier du ring. Logan Paul est encore dessous. Ça se tabasse évidemment, ça se fait pourchasser. Logan Paul qui finit par réussir à s'enfuir dans les gradins. Ça continue jusque dans le parking même où il finit par trouver une très belle décapotable, je sais pas ce que c'est, une Corvette peut-être, ou enfin une très très jolie petite voiture de sport rouge décapotable et il s'enfuit avec la voiture alors que Kevin Owens et Randy Orton lui courent après. Donc voilà pour cet angle match plus angle post-match pour continuer à builder ce title shot, ce triple threat. C'est d'ailleurs sans doute le dernier petit coup de thermostat sur cette rivalité pour le titre US. Qu'est-ce que tu as pensé de cette répétition générale, Letty? Écoute, c'était très sympa. Comme ouverture de show, la petite équipe Randy et Kevin, ça est toujours sympa. Les Pretty Deadly, évidemment, toujours là pour le divertissement, on va dire.
Et oui, enfin, un match qui était quand même, comme tu l'as dit, assez, enfin, qui a démarré doucement, un peu classique. Et le petit côté Logan Paul qui essaye de foutre un petit peu le bordel entre Randy et Kevin, qui, voilà, c'est vrai qu'il faut pas qu'ils l'oublient, ils seront l'un contre l'autre quand même la semaine prochaine. Euh, donc, Hmm. euh, donc très, très sympa. Et puis le côté, pour une fois, on a quelqu'un qui regarde le Titantron, puisque le nombre de fois où on nous Oui. montre les tricheries et il continue à s'écharper. Donc là, je me dis, ah tiens, Randy qui a l'intelligence de regarder quand même le Titantron. Et puis ben voilà, après la petite course-poursuite dans le parking. Très sympa pour démarrer le show. Ouais, un petit côté cartoon, un petit peu Looney Tunes là, avec le méchant qui se fait attraper et toute cette mise en scène, c'était en effet assez rigolo. Ça fait Bon, plaisir. écoute, un peu, ouais, un petit peu comme toi. Bon, les Pretty Deadly qu'on fait le boulot. Et bon, on est sur un build, Randy Orton et je sais pas si ça me chiffonne. J'ai pas trop d'avis. Je trouve que c'est en effet assez efficace. Mais il y a ce côté dans ce build-up très copain-copain, hein, Randy Orton et Kevin Owens. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. D'une certaine manière, ça casse un peu les codes presque, hein, parce que souvent dans les triple threats comme ça, quand il y a un champion heel et deux challenger face, on essaye toujours un petit peu de construire une sorte de tension pour essayer quand même de présenter le fait que c'est un contre un et pas un 2 contre un. Et c'est vrai que là, je trouve depuis le début de ce build-up, on a quand même mis beaucoup l'accent sur le fait que ça va être quasiment un 2 contre un, quoi. Logan Paul a deux gars qui s'entendent très bien face à lui, deux gars qui veulent le déloger. Donc j'imagine qu'il y aura un peu de psychologie pendant le match, mais en tout cas, au niveau de ce build-up, bah écoute, ouais, Kevin Owens et Randy Orton repartent main dans la main pour tabasser ouais, le méchant de dessin animé, la Logan Paul. Bon, il y en a peut-être que ça dérangera. Moi, je sais pas trop sur quel pied danser là-dessus. C'est vrai qu'il y a des moments où je me dis que c'est peut-être un peu trop gentillet, tout ça. Mais bon, il s'avère que, enfin, un peu comme toi, je trouvais ça assez efficace. Ça fonctionne quand même plutôt bien. Euh, on va enchaîner avec quoi? Avec les filles et avec. C'est vrai que là, cette semaine, pas de Bloodline, pas de Rock, pas de Cody Rhodes. Donc, c'était le moment hein, pour la rivalité, en quelque sorte, hein, la rivalité numéro 2 du show bleu. Io Sky et Bailey de briller, de prendre un maximum de temps d'antenne. On va voir ce qu'elles ont fait cette semaine. Et l'angle qui a été choisi, bah écoute, un petit angle backstage en différé, puisque la WWE enfin je crois que c'était présenté comme étant du différé. La WWE nous présente finalement ce qui s'est passé lors d'une interview tournée un petit peu plus tôt. Io Sky qui avait une interview dans les coulisses pour parler un petit peu de sa rivalité contre Bailey. Donc, bah, comme quoi, voilà, en japonais hein, évidemment, Io Sky réécrivait un petit peu l'histoire à sa sauce. Bailey qui, bah voilà, évidemment, c'est Bailey qui a créé Damage Control il y a 2 ans, mais que en fait, elle a présenté ça comme étant un groupe pour pousser de nouvelles stars sur le devant de la scène et prendre le contrôle de la WWE. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Bailey, en fait, elle voulait le spotlight pour elle et elle se cherchait de faire valoir pour briller. Et c'est ce qui s'est passé. Et Io Sky, elle l'avait bien compris. Alors, évidemment, Bailey a joué un rôle dans sa prise de titre. D'une certaine manière, elle l'en remercie un petit peu. Mais aussi, ce qu'elle dit, c'est que bah, la paire Dakota Kai, Io Sky bah, finalement a grandi au-delà du cocon de Damage Control et est devenue plus grande, plus importante que Damage Control et que Bailey. Et donc, bah, c'était naturel en quelque sorte qu'elle se détache de leur ex-leader. Ça rappelle un petit peu le début de l'histoire du Judgment Day, hein, quand on savait que c'était un petit peu les mêmes arguments qui avaient été donnés par Damian Priest, Rhea Ripley et tout à l'époque, qui disaient que bah, ils avaient plus besoin ils avaient plus besoin de leur mentor. Bah c'est un petit peu la même limonade là, Io Sky, Dakota Kai, qui étaient prêtes à voler de leurs propres ailes. Et donc bah elle allait prouver hein, à WrestleMania que voilà, évidemment Bailey est maintenant derrière elle, dans son rétroviseur. Et cette interview, au moment où on croit que ça se termine, hein, on est en train de lui débrancher sa petite oreillette, son micro, machin.
Bayley arrive de nulle part et fonce sur Io Sky et brawl backstage. On détruit l'écran vert qu'il y avait derrière pour l'interview, les projecteurs pour la lumière, tout. Donc ça part en grosse bagarre je crois qu'il y a quelques officiels qui finissent par séparer les deux femmes. Et donc voilà pour le premier chapitre des segments Damage Control de ce soir. Alors, ils ont joué l'angle du différé de la brawl backstage pour changer un petit peu de vitesse. Peut-être était-ce bienvenu. Il était peut-être un petit peu temps quand même qu'elles se mettent un petit peu sur la tronche, ces deux-là. Est-ce que ça arrive un peu trop tard? Est-ce que ça t'a convaincu? Comment tu as vécu ce petit segment? Je pense effectivement que ça arrive un peu tard, puisque depuis le Rumble quand même, je trouve que ça avance très très doucement cette histoire. Et après, voilà, ça a certainement marché pour plein de personnes. Après, je te cache pas que sur moi, ça marche absolument pas. Enfin, ce match, je le vois arriver. Voilà, on va le regarder, quoi. Mais c'est pas forcément le match que j'attends le plus. C'est vrai que je me dis heureusement, puisque je vois pas mal de débats sur Twitter et tout en ce moment qui disent oui, elle a gagné le Rumble, elle devrait avoir un main event, un des deux, c'est obligatoire. Enfin, quelque part, je me dis heureusement. Enfin, heureusement que ça fait pas le main event de la nuit 1, quoi. Ouais. Mais voilà, le match sera certainement bon, ça j'ai pas de doute. Par contre, au niveau de la hype et tout ça, enfin, moi je suis un peu pas des pâquerettes, on va dire, à ce niveau-là. Ouais, alors donc du coup tu vas avoir du mal on va être un peu sur la même ligne forcément tous les deux. On n'aura pas de défenseur de Bayley et Io Sky cette semaine. Mais moi de toute façon c'est un secret pour personne. Ceux qui écoutent les analyses depuis maintenant longtemps savent ce que je pense de cette rivalité. Donc je reviendrai pas dessus, si ce n'est qu'en effet, je partage ton avis. C'est vrai que ma question était un peu orientée. Moi aussi, je pense que ça arrive un peu tard. C'est d'ailleurs un peu, ce sera sans doute un peu le fil rouge de l'analyse sur certaines rivalités de cette semaine. Ça arrive peut-être un peu tard dans la road. C'est vrai que fondamentalement, j'avais rien contre le segment, c'est-à-dire que Io Sky montre enfin un petit peu de caractère et exprime ses motivations pour le match et d'où elle vient dans cette rivalité. J'ai envie de dire enfin, en effet, il était temps. C'est quelque chose sans doute qu'on aurait attendu peut-être la semaine qui avait suivi la trahison de Damage Control et pas 3-4 semaines après. Je sais plus où est-ce qu'on en est maintenant dans cette histoire. Quelques encablures de WrestleMania. Maintenant, elle nous explique un petit peu où est-ce qu'elles en sont. Donc ouais, ça arrive un peu tard, ça manque un peu de hit. Et puis il y a, on va en parler après. Il y a le fait que d'un seul coup, soudainement, elles sont en vase clos. C'est-à-dire que Damage Control, c'était un peu Bayley qui s'émancipe de Damage Control ou Damage Control qui s'émancipe de Bayley. Mais le truc, c'est que Io Sky et Damage Control n'ont plus énormément d'interactions maintenant, puisque on va le voir un peu plus tard. Les segments sont bien distincts. Et d'ailleurs, dans la foulée de ce petit segment, on a un petit segment backstage avec Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane qui nous annoncent que ce soir, Dakota Kai va affronter Bianca Belair parce que Damage Control n'aime pas Bianca Belair, donc Dakota Kai va se débarrasser de Bianca Belair ce soir. Eh bien, écoute, très très bien, ce sera notre main event de la soirée. J'imagine que le public de Uncasville dans le Connecticut à ce moment-là frémit d'excitation de savoir qu'elles ont un main event 5 étoiles ce soir pour le show de SmackDown. On continue avec Nick Aldis au centre du ring. Nick Aldis, joli tapis bleu qui a été déroulé et le general manager de SmackDown nous explique que il a une nouvelle signature à nous présenter. Voilà, depuis qu'il est arrivé aux manettes, son objectif à lui, c'est de faire de SmackDown le show le plus prestigieux, le plus excitant, le plus must-see du pro wrestling et du sports entertainment. Il précise bien. Wink wink et donc il nous annonce que cette signature va encore une fois faire un pas, même un saut vers cet objectif, et il nous introduit Jade Cargill. Ça y est, la voilà, Jade Cargill qu'on apercevait par bribes, voilà, dans les backstage, 3-4 secondes par-ci par-là depuis le Royal Rumble et depuis ses grands débuts. Ça y est, elle est là. Son entrée, son petit entron est absolument magnifique. Il y a un truc sur l'entrée de Jade Cargill, indéniablement. Il y a un star power naturel qui se dégage. Elle arrive au ring.
Elle signe son contrat. 2-3 petites punchlines, rien d'extraordinaire dans cette petite promo, mais l'essentiel était ailleurs. Voilà, Jade Cargill est à SmackDown. Elle est là manifestement. Alors c'est vrai que là aussi, arrivée à quelques encablures de WrestleMania, donc on peut se dire que c'est sans doute pour jouer un rôle peut-être post WrestleMania ou pendant à ce moment-là du show. On ne sait pas forcément, mais en tout cas, Jade Cargill est à SmackDown et juste son entrée et son arrivée, ce petit segment de 3 secondes, moi je la connaissais pas. Je regardais pas du tout la AEW. Je sais pas ce qu'elle a fait avant, mais il y a un truc. Enfin voilà, moi je sais pas si tu as été aussi sensible à Jade Cargill, mais moi je suis déjà un peu conquis. Oui, bah, je suis d'accord. Enfin, moi, je regardais pas non plus la AEW, donc je la connais pas du tout non plus. Là, j'ai envie de dire, bah, heureusement qu'elle arrive enfin, parce que bon, ça fait quand même des mois et des mois qu'elle traîne backstage et tout ça. Et ouais, il y a un certain, je sais pas ce que ça donnera par la suite, mais il y a quand même un charisme qui se dégage de son entrée, de son attitude. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner contre les autres. Ramener un petit peu de nouveauté, ça peut être pas mal aussi pour la division. Donc non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est c'est une arrivée qui va, je pense, faire un peu du bien, en effet, pour les détracteurs un peu ou les lassés de la division féminine dont je peux faire partie. Voilà, un peu de changement peut-être dans le haut de l'affiche, puisque la WWE, manifestement, en tout cas, c'est des débats éternels qu'on a sur le Discord. D'ailleurs, je vous invite tous, chers auditeurs, à nous rejoindre sur le Discord. On débat, on analyse, on discute. Avec vous de tout ce qui se passe dans les shows de la WWE et ailleurs. Mais justement, on a des débats interminables sur la booking de la division féminine et peut-être la difficulté ou l'incompétence, la fainéantise. Il y a tout un tas de théories sur pourquoi ça ne marche pas, mais de l'incapacité de la WWE, en tout cas, à construire vraiment des nouvelles stars féminines en les prenant vraiment de tout en bas. C'est vrai que les arrivées récentes ont quand même globalement eu beaucoup de mal à prendre. C'est vrai qu'avec Jade Cargill, la WWE a choisi une autre piste, celle de la présenter un peu comme un blockbuster. Et ils ont fait monter la sauce depuis des semaines, voire des mois maintenant, à faire de son arrivée un événement. Écoute, ouais, ça, c'est une autre option. Ça, en tout cas, ça fonctionne. Ça lui met un peu la pression parce que clairement, c'est pas monnaie courante chez les femmes. Ils aiment bien le faire chez les mecs. C'est vrai que bon, il y a peut-être aussi un petit peu plus de signatures de gros free agents ou de grosses arrivées qui sont possibles chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'emprunter ce chemin-là chez les femmes. Et donc, on va voir si elle arrive à répondre. Parce que là, elle a été clairement poussée par Nick Aldis comme étant le futur de la division bleue. Oui, clairement. Grosse charge sur ses épaules. Il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. On continue le show et on va repasser côté masculin. Après pas mal de segments féminins, là, on va repasser côté masculin avec un enchaînement des 2 derniers matchs qualificatifs pour le six-pack ladder match. Justement, on en parlait un petit peu plus tôt. Donc voilà les deux finales de ce mini tournoi qui s'était improvisé à SmackDown. On en a parlé les autres semaines. Arrow s'était qualifié directement, le New Day. DIY et le troisième nom m'échappe. Je ne sais plus, mais ça te reviendra peut-être, Letty. Mais en tout cas, c'était qualifié directement 3 équipes d'Euro. Et à SmackDown, par contre, il y avait carrément des demi-finales, des finales. Donc là, voilà, nous avons les finales cette semaine avec Austin Theory et Grayson Waller contre les Street Profits. Donc les Street Profits. Écoute, on va analyser les 2 matchs parce que le deuxième match c'était New Catch Republic contre Legado del Fantasma. On va les analyser un peu ensemble parce que ils se sont un peu ressemblés d'une certaine manière ces 2 matchs avec finalement dans chaque match une équipe qui était peinarde et l'autre qui était prise, empêtrée déjà dans une rivalité en cours contre une autre faction, une autre équipe. Et donc, en fait, les scénarios des matchs se sont un petit peu ressemblés puisque on avait clairement, les Street Profits qui eux sont empêtrés depuis quelques semaines et empêtrés n'est pas même un euphémisme, je pense, avec le Final Testament de Karrion Kross. Depuis quelques semaines maintenant, donc les Street Profits, forcément, voilà, ce qui devait arriver arriva, ont été distraits.
ont été distraits pendant le match avec une apparition sur le Titantron de Karrion Kross et Scarlett qui ont attaqué Bobby Lashley et B-Fab dans les coulisses. Donc évidemment, savent pas trop quoi faire. Angelo Dawkins qui veut aller en coulisses aider ses copains, mais Montez Ford, lui, il veut rester dans le ring. Et bon, bref, voilà, ça permet à Austin Theory de contrer le Frog Splash de Montez Ford et de remporter un des derniers spots qualificatifs pour WrestleMania. Et de la même manière, dans le match New Catch Republic contre Legado del Fantasma, pour sensiblement la même durée de match, à peu près 7-8 minutes, et à peu près le même scénario, Legado del Fantasma, on le sait, ils sont déjà pris avec la rivalité contre le LWO, donc ils avaient pas la tête au match et ils se font battre par Tyler Bate et Pete Dunne avec ce magnifique Birminghammer, pardon. Donc nous aurons New Catch Republic et Austin Theory et Grayson Waller à WrestleMania dans le Six Pack Challenge. Voilà, écoute, les qualifications de SmackDown se terminent donc. Qu'est-ce que tu as pensé de ces matchs? Et puis même peut-être on peut parler peut-être qu'est-ce que tu attends aussi de ce ladder match à WrestleMania? Ça va être un gros match, parce qu'effectivement, entre ces deux équipes-là, ceux que tu as cités, et donc ça m'est revenu Awesome Truth, les derniers, qui se sont qualifiés à Raw. Donc ça va donner quand même, je pense, un gros truc. Après, j'espère qu'il y aura, vous en parliez sur les précédentes reviews, j'espère qu'il y aura un petit truc dans le match, voilà, une équipe qui va décrocher seulement les ceintures rouges ou seulement les bleus, histoire de séparer un petit peu tout ça. Moi, c'est ce que j'attends un peu de ce match, des gros spots. Et surtout, j'espère, voilà, le petit truc qui va faire que les ceintures bleues vont être décrochées d'un côté. J'espère que le Judgment Day gardera les autres, mais bon, on verra. Après, je pense que, de toute façon, vu les équipes qu'il y a, ça peut donner que un gros match. Et j'ai beaucoup d'attentes sur ce match-là. J'espère vraiment voir de gros trucs, surtout avec ce qu'on a vu du Judgment Day dernièrement. Voilà, le petit côté, ce sera chacun pour soi. Ouais, mais bon, on est quand même en équipe. C'est un petit peu... On sent qu'il commence à y avoir quelque chose qui se discute un peu chez eux. Donc ouais, gros match, et j'ai vraiment hâte de voir. Hein. Bah écoute, ouais, moi je suis un peu pareil. J'ai hâte de voir ce match malgré un build qui m'a un petit peu déçu parce que je trouvais que les qualifications pour ce match ont été assez anonymes, pas dans une adversité exceptionnelle à Raw, on s'en souvient. Awesome Truth qui avait disposé, je crois, de Indus Sher et DIY qui avait battu les Creed Brothers dans un match quand même pour le coup qui était très sympa. Mais bon, et puis à SmackDown, c'est vrai que ces matchs ont été un petit peu jetés sur l'autel de rivalité de low card, hein, presque. Hein. D'ailleurs, on va avoir l'occasion de parler de l'une d'entre elles juste après. Un build-up pas forcément à la hauteur peut-être de ce qu'on aimerait du règne du Judgment Day. Moi, c'est un petit peu ce qui me chiffonne, c'est que je trouve que les Judgment Day ont fantastique faction, mais peut-être pas des exceptionnels champions par équipe. En tout cas, ils ont pas, on n'a pas eu des rivalités marquantes pour ces ceintures, on n'a pas eu de grandes défenses de titre. Là, d'une certaine manière, cette défense de titre à WrestleMania, elle le sera grande parce que ils ont chargé la mule. Hein, la stipulation, 5 challengers. Donc évidemment, moi, je suis un peu comme toi, j'en attends pas mal parce que je sais que ça va être sympa. Mais bon, un peu feignant, un peu facile. Donc j'attends ce petit éclair, cette petite folie dans ce match, de me dire qu'il va se passer quelque chose de dingue parce que ce règne a été quand même assez anodin et ce build-up a été assez anodin. Donc j'ai encore cet espoir de me dire que dans ce match, il va se passer un truc de fou. Donc c'est vrai qu'il y avait cette hypothèse. Moi j'aimais bien ce booking, ce fantasy booking de peut-être une équipe qui décroche une paire de ceintures et l'autre. Ça pourrait être rigolo. Et ce serait en plus salvateur, hein, je pense. Hein. Ça ferait du bien que ces ceintures soient divisées, soient de nouveau séparées. Écoute, on verra. En tout cas, ça y est, l'affiche, c'est dans les bacs. Judgment Day contre DIY, contre Awesome Truth, contre New Day, contre Theory et Waller et contre New Catch Republic, à WrestleMania.
On continue et justement, je disais, on allait parler de cette d'une de ces rivalités que je qualifie de low card, mais bon, chacun peut-être aura sa propre appréciation, puisqu'on va parler du LWO et de Legado del Fantasma, justement ce segment qui était intervenu juste avant leur match. Hein, c'est pour ça aussi qu'ils étaient, il y a eu tout un passage à tabac juste avant, donc c'est pour ça aussi qu'ils étaient un peu diminués. Donc Legado del Fantasma, qui est au centre du ring, qui fait sa promo. Santos Escobar et donc ces deux acolytes qui sont assez vite rejoints par un homme voilà que Santos veut remercier et auquel il veut même présenter ses excuses parce qu'il avait raison. Et qui est cet homme? C'est Dominic Mysterio. Et oui, Dominic Mysterio qui arrive sous les huées de la foule. Dominic, oui, Santos, il veut le remercier. Il dit t'avais raison, ton père c'est un pourri. Et en fait, ton père, il pense qu'à sa gueule. C'est toujours et jamais la famille, jamais le sang. Écoute, voilà, Dominic Mysterio qui fait l'accolade, qui veut essayer de parler un petit peu, mais c'est pas possible. Ce sur quoi la LWO arrive, Rey Mysterio, Carlito, c'est leurs deux petits tag team là, mince, à chaque fois je les confonds, c'est d'ailleurs le problème un peu je trouve avec eux. Je ne sais plus si c'est Angel et Humberto, c'est ceux qui sont avec Santos. Hein. Non, c'est Cruz del Toro et Roi qui, voilà, c'est ça, exactement. Et évidemment Zelina Vega qui arrive. Donc Dominic Mysterio ça se vole un peu dans les plumes. Rey Mysterio qui évidemment qui prend à partie son fils, qui dit donc je pensais que l'année dernière je m'étais occupé de toi, que j'aurais plus jamais à te combattre, mais j'ai eu tort, t'es toujours là, tu veux pas comprendre. Puisque c'est comme ça, je vais vous défier tous les deux, voilà les deux personnes que je déteste le plus. Je vais vous défier tous les deux dans un match tag team contre un partenaire, vous deux contre moi et un partenaire de mon choix. Donc là, il y a un petit clin d'œil de la Real qui filme très clairement en gros plan Carlito, qui d'ailleurs a l'air très intéressé. Hein, il se frotte les mains, d'ailleurs c'est assez drôle. Hein. Carlito qui est là, il dit, yes, je vais pouvoir faire équipe avec Rey Mysterio. Et en fait, pas du tout, puisque Rey Mysterio prend tout le monde à contre-pied et il annonce qu'il va faire équipe avec Dragon Lee. Et voilà, Dragon Lee qui arrive, il arrive en courant sur le ring. Et puis c'est parti pour la brawl générale entre ces deux factions de luchador latino. Donc ça se tabasse. Le challenge est posé pour WrestleMania. Il est officiel ou pas officiel encore, je ne sais pas. En tout cas, à ce moment-là du show, il n'était pas encore complètement officiel. C'était c'est un défi. Mais bon, fort à parier qu'il va être accepté, évidemment. Et donc voilà pour ce booking finalement. Alors, avant de te laisser la parole, moi j'ai été assez surpris parce que c'est vrai que je m'attendais. Je m'attendais pas à grand chose de cette rivalité. Concrètement, c'est pas celle qui me fait lever de mon siège depuis quelques mois. Clairement, c'est pas un secret non plus. Mais je me suis dit, ils avaient quelque chose de tout cuit pour WrestleMania, qui était presque une évidence pour s'assurer le spectacle. C'était faites un grand 4v4, voire même un truc mix de tout le monde dans le ring. Lucha House Party, j'en sais rien. Faites un énorme bordel et éclatez-vous, donnez-leur 15 minutes et ils vont nous faire le show et ça va faire quelque chose de différent, de très sympa dans l'émission. Et ils sont partis finalement manifestement pour un 2v2 avec un nouvel angle intestin, avec clairement il y a un choix de réal quand même qui est très clair. Carlito ne s'attendait pas à cette révélation. Non, je suis partagée aussi moi sur ce segment parce que d'un côté je trouve que moi j'aime bien cet angle, j'aime bien ces factions là. Je me dis que dans le ring de toute façon ça donne toujours des matchs qui sont pas exceptionnels mais qui sont bons. Par contre balancer ça comme ça à une semaine, 10 jours de WrestleMania avec Dum Dum qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi, mis à part essayer de faire un peu de hype et de rajouter un petit peu comme ça. Carlito, effectivement, lui, je pense qu'il va rester un petit peu derrière et je pense qu'il n'est pas hyper content du choix.
Après, oui, j'aurais plutôt vu, effectivement, je suis d'accord avec toi, un gros truc, voilà, y compris avec les filles. Enfin, vraiment un gros match, Ah ouais? faction contre faction, et pas juste deux. Enfin, oui, un match 2 contre 2 avec le chef, entre guillemets, de chaque faction et un mec qui vient d'arriver, quoi. C'est quand même particulier comme angle. Après, voilà, on est à WrestleMania, c'est WrestleMania 40. Peut-être que Hmm. voilà, ça va se transformer en autre chose au courant du match. On aura peut-être une énorme surprise, je sais pas, mais je suis un peu perplexe. Je suis partagée, quoi. Oui, Ouais. mais voilà, pour WrestleMania, Hmm. enfin surtout, comme dit, à 10 jours avant, je trouve que c'est bizarre. Ouais. Ouais, non, moi enfin en tout cas je suis d'accord, je suis beaucoup plus ouais, côté moi aussi je trouve que c'est assez étrange, on va dire ça gentiment. Moi j'étais volontairement dans la façon de présenter les choses un peu plus ouvert, mais c'est vrai que moi enfin plus concrètement, je trouve ça ouais, je trouve ça assez un peu un aveu d'impuissance aussi sur cette rivalité et puis un aveu de paresse, c'est-à-dire que ça fait des semaines que ils essayent quelque chose. Moi je peux pas voilà, j'aime pas. Bon, ça c'est une chose, mais on pouvait pas leur enlever le fait qu'ils essayaient quand même de raconter quelque chose depuis quelques semaines, depuis quelques mois avec Rey Mysterio, avec Santos. Il y a eu ce côté Santos qui a trahi Rey Mysterio parce que lui-même s'est senti trahi dans sa chair de son mentor qui l'idolâtrait, qui d'une certaine manière il s'est rendu compte. C'est un peu le vieux dicton, hein, faut pas rencontrer ses héros parce qu'on est, on est toujours déçu. C'est un peu ce qui s'est passé avec Santos et il y avait ce côté sympa. Puis il a remonté une sorte de faction de son côté pour affronter celle de Rey Mysterio. Il y avait cet angle un peu guerre des cartels, hein, voilà, les Mexicains qui se mettent sur la tronche, gang contre gang. Et là, d'un seul coup, à 10 jours de WrestleMania, c'est plus gang contre gang, c'est comme tu l'as dit, c'est leader contre leader, avec, ils choisissent en secondant des mecs qui n'ont rien à voir avec ni la LWO, ni les Gados del Fantasma. Donc c'est, au-delà d'être curieux, moi je trouve que c'est même stupide en fait, hein, parce que j'ai l'impression qu'on jette un peu à la poubelle des mois de build-up très modeste hein, pour finalement se rabattre sur quelque chose de safe en quelque sorte parce que bah voilà les gars d'Odel Fantasma peut-être généraient pas assez de hits alors on va leur foutre l'aimant à huer Dominique Mysterio avec eux et puis bah peut-être qu'ils se disaient ouais ils tiennent pas la baraque les gars avec Rey Mysterio alors on va envoyer le petit prodige du moment Dragon Lee ouais tout ça est fait un peu feignant et un peu décevant je trouve moi j'avais encore un tout petit peu de crédit un petit peu d'espoir dans cette rivalité avec le fait qu'il pouvait s'en sortir, je trouve, avec quelque chose, encore une fois, de très sympa, un côté cartel, voilà, famille contre famille, faire quelque chose d'original, d'inédit à WrestleMania, et finalement, on va se retrouver, peut-être, hein, attention, peut-être, avec un tag team match classique. Ouais, ça va être dur hein, pour eux, hein, je pense, sur la carte de WrestleMania. Hein, ça va. Oui, je pense que ça va être compliqué de maintenir Mm. le l'envie en fait voilà, des personnes présentes. On verra bien. Mm, mm. Mm. On verra bien. On verra bien. En tout cas, bah, celles qui vont voir maintenant, c'est puisque là nous en sommes. Ah, alors peut-être un tout petit mot. Mais je sais pas si ça va être porteur de beaucoup de sens, mais en tout cas, juste après le segment, Dominique Mysterio qui revient au vestiaire retrouver ses copains du Judgment Day qui étaient là. Manifestement, ils avaient installé leur petit clubhouse à SmackDown, même s'ils n'étaient pas prévus pour le show. Ils ont des clubhouse partout. Voilà, ils sont très surpris en tout cas de voir que Dominique Mysterio s'est embourbé dans ces histoires-là sans les prévenir. D'ailleurs, Rhea Ripley est surprise, voire même un peu triste, hein, de dire bah Dom Dom, pourquoi tu m'as pas dit? Et l'autre dit ah désolé mamie, je voulais vous rendre fier et tout. Bon bref, segment un peu bizarre. Je sais pas si ça aura beaucoup de sens pour la suite, mais en tout cas voilà, on continue aussi un petit peu peut-être à construire voilà les tensions dans le Judgment Day à l'approche de WrestleMania qui a du mal à rester bien soudé et sur la même ligne. On continue donc, je disais, avec AJ Styles qui, bah, lui aussi, hein, il faut, voilà, hein, de toute façon, c'était la revue d'effectifs, hein, SmackDown cette semaine. Il faut traiter les autres rivalités du show bleu. Et donc, AJ Styles, après les semaines précédentes qui se sont déroulées plutôt par interview interposée, puis cet angle d'invasion de domicile de LA Knight aussi la semaine dernière, AJ Styles cette fois est au centre du ring pour nous parler. On lui a dit que
LA Knight n'était pas là ce soir, mais alors il est pas né de la dernière pluie. Notre ami AJ Styles, il a beau croire que la Terre est plate, il sait que il connaît les vieilles combines de la WWE, et donc il sait que il se dit LA Knight il est quelque part, c'est sûr. Alors au début il pense que c'est le caméraman, il enlève sa casquette et tout, il dit ah non c'est pas le caméraman. Après on a carrément un gars qui essaye d'envahir donc un spectateur qui essaye d'envahir le ring, donc on se dit bah, c'est sûr que c'est LA Knight, et pas du tout. En fait c'est pas du tout LA Knight, c'est un vrai envahisseur de ring manifestement, bon, évidemment. Hein. Donc bon LA Knight, AJ Styles qui commence un peu à baisser sa garde, il se dit bon hein, il est où LA Knight, c'est sûr qu'il est là, c'est sûr qu'il est là. Et puis à un moment il regarde le Titantron, et en fait, en regardant le Titantron, il voit que derrière lui, il y a un membre de l'équipe de sécurité qui est en train de retirer sa casquette, son bandeau, et là, qui on voit évidemment, c'est LA Knight pour l'apparition surprise, un des grands classiques, un des grands poncifs de la WWE. Et donc LA Knight qui commence à tabasser AJ Styles, ça part en sucette, ils se mettent des mandales dans la tronche, jusqu'à ce que AJ Styles finisse par s'enfuir dans la foule, lui aussi, hein, bis repetita de Logan Paul, et LA Knight hein, qui monte sur la table, qui prend le micro, qui balance ses petites catchphrases et qui dit qui ira bien, qui ira le dernier à WrestleMania. Et voilà pour cette rivalité cette semaine. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Est-ce que cette feud de mid-card te hype un petit peu? Oui, pas mal. J'ai bien aimé ce petit segment de voir AJ Styles un peu parano comme ça, de se dire tiens c'est le caméraman, ah ben non, bah peut-être que machin. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Après bon c'est une petite rivalité, comme tu l'as dit, de mid-card qui fera le truc à WrestleMania. Je pense que ce sera un bon match, et ouais j'ai bien envie de voir ça, et voilà, à voir ce que ça donnera par la suite. Mais en tout cas, je pense que pour WrestleMania, ça va être un bon match. Et puis, peut-être qu'on aura, à chaque fois, à chaque match, je me dis peut-être qu'on aura une revanche à Backlash. Et donc, tu vois, je me dis, tiens, ça, c'est un match que j'aimerais bien voir. Donc, Je vois le genre. Intéressé. C'est ça. Ouais. T'as Déjà pas des tort, t'as films. pas tort. Ouais. Non, mais ouais, moi je suis un peu comme toi, je sais pas. En tout cas, moi, c'est vrai que je me console aussi un petit peu de cette rivalité en me disant que, bah, écoute, oui, ça va être très sympa. Le match va forcément être cool. Et Jay Styles va bumper et va sceller comme un dieu pour LA Knight. La foule va être chaude. Pourquoi pas? C'est typiquement le genre de petite rivalité qui pourra avoir un petit deuxième tour de piste à Backlash, et ce sera pas pour me déplaire non plus. Donc oui. Après, bon, certains peut-être pourront nous taxer d'un petit peu d'indulgence ou d'un peu d'hypocrisie par rapport à d'autres rivalités qu'on a pu tailler un petit peu plus lourdement, parce que on peut pas non plus dire que ce soit la rivalité la mieux construite ou la plus intense non plus. Mais bon, écoute, moi il y a une vibe. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines, je pense que je dis ça, mais il y a une vibe assez old school dans cette rivalité qui me plaît bien. Mais c'est un truc que dégage assez naturellement LA Knight, hein, qui est dans son style de promo, dans son style de catch et dans son style de personnage qui est assez old school, hein, qui est assez attitude era. Il a été d'ailleurs pas mal raillé pour ça, comme quoi on trouvait que c'était, ouais, il s'inspirait énormément, en limite, il copiait beaucoup les codes de certaines grandes légendes. Mais je trouve que du coup, ça déteint un peu sur ces rivalités. Je trouve qu'il y a un côté assez attendrissant, assez sympa de ces feux d'old school où, entre guillemets, ils reprennent tous les vieux codes, quoi. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, souvent on dit. Bah, avec LA Knight, je trouve que ça lui colle bien. Tu vois, cette rivalité, au début, il y avait eu le coup des promos backstage. Là, il avait cassé la télé en tapant dessus, là où il faisait il avait fait sa longue tirade, pareil, très très old school. Puis après, il y a eu l'angle de l'invasion de la maison, qui est pareil, qui est un des grands classiques, hein, qui est un des segments qui a donné sans doute parmi les segments les plus légendaires de Raw et de SmackDown par le passé. Je me souviens de Orton et Triple H notamment. Et puis là c'est pareil, hein, le coup de il est caché quelque part, et le heel parano qui le cherche partout. Ça aussi c'est évidemment un grand classique. Donc ouais, voilà, je trouve que ça colle bien à son personnage. Moi, il y a cette vibe qui fait que ça passe. Et ça passe plutôt bien. Maintenant, bon, voilà, c'est sans doute pas la feud la plus ambitieuse non plus, mais on est en droit de s'attendre en tout cas à quelque chose d'assez correct plus quoi pour WrestleMania. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une annonce semaine prochaine. La bataille royale pour André the Giant Memorial Battle Royale fait son grand retour à SmackDown. Bon, c'est un crève-cœur, hein, me concernant, qu'elle ne soit pas
à WrestleMania. Je comprends pas cette nouvelle mode qu'ils ont de la mettre à SmackDown pour les punis. Pour les punis du show des shows, mais bon, écoute, c'est ainsi. C'est ainsi et puis on arrive au main event en fait. On arrive au main event déjà. Alors peut-être avant de parler du main event, on a eu une micro pastille parce qu'il faut quand même pouvoir parler de la Bloodline chaque semaine. On a eu un petit récap évidemment du segment de ouf du Rock qui a tabassé Cody Rhodes à Raw la semaine dernière. Un petit récap et juste après on a eu Paul Heyman, Solo Sikoa et Jimmy Uso qui ont joué, qui ont fait une petite promo en disant que c'était sur les ordres du Tribal Chief que le Rock avait attaqué Cody Rhodes. C'était sur les ordres du Tribal Chief que ils allaient mettre Jey Uso, je crois, ils allaient tabasser Jey Uso la semaine prochaine, et que c'était sur les ordres du Tribal Chief, je sais plus quoi. Enfin bref, ils avaient joué sur une petite allitération là comme ça de répétition pour bien faire comprendre que c'était le Tribal Chief qui tirait, qui tenait les manettes, qui tirait les ficelles de tout ce qui se passait avec la Bloodline. Bon, peut-être qu'il aurait pu venir nous le dire lui-même. Ça aurait été peut-être pas mal aussi, mais bon, il a décidément, même en road to WrestleMania, un planning beaucoup trop léger pour nous faire cet honneur. Mais c'est vrai que, alors peut-être comme ça on peut commenter ça vite fait, mais moi je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est vrai que moi quand j'ai trouvé que l'angle était intéressant, mais ça m'a presque fait regretter, tu vois, que à Raw lundi dernier, on n'ait pas eu une image finale qui aurait été, je trouve, incroyable a posteriori comme ça, de me dire que parce que bon, on a déjà eu cet angle absolument dingue pour ceux qui l'ont raté. Il faut absolument que vous alliez voir la fin de Raw avec le Rock qui a passé à tabac Cody Rhodes sous la pluie dans une ambiance de cinéma. Cody Rhodes sous la pluie dans le parking, il l'a tabassé, il lui a ouvert le front et il a étalé son sang sur la ceinture où il y avait marqué Mama Rhodes dessus, comme il avait promis à la maman de Cody Rhodes. Du coup, tu vois, moi, ce petit segment de dire c'est sur les ordres du Tribal Chief. Je me dis, la mise en scène cinéma, imagine, juste après ce passage en règle, on a en arrière-plan ou juste derrière, finalement, Roman Reigns qui descend du camion de Cody Rhodes, là, qui ouvre la portière, qui descend du camion, un peu comme le grand méchant de film, là, qui finalement, c'était lui qui avait tout commandité. Je trouve que ça aurait été peut-être finalement plus efficace que cette petite vignette qui essayait de nous raconter des choses, mais de manière assez cheap par rapport à tout ce qu'on a depuis quelques semaines. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que l'image que tu viens de décrire aurait été vraiment parfaite parce que là, c'était sympa comme angle, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu le côté, voilà, oubliez pas, c'est ouais, lui, exactement. c'est pas le Rock, n'oubliez pas, c'est vraiment, voilà, c'est le Tribal Chief, faut pas oublier que c'est bien lui. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu désespéré de le répéter 18 fois. C'était intéressant comme angle, mais moi je trouve que pour moi c'était un peu contre-productif en fait. C'était vraiment le côté à moins qu'ils nous vendent une éventuelle traîtrise à WrestleMania, ce à quoi tout le monde s'attend de toute façon. C'est vrai que oui, c'est vrai que le Rock est tellement, prend tellement de place que, alors certains peut-être y verront peut-être une sorte c'est volontaire entre guillemets ce côté désespéré que tu décris. En effet, dire Tribal Chief c'est lui parce que peut-être justement faire croire peut-être exactement ce que tu viens de décrire en mode ne m'oubliez pas, je suis toujours là. Bon, la réponse sans doute à Raw, parce qu'il va y avoir le grand dernier face-off ce soir à l'heure où nous enregistrons. Mais bon, écoute, ouais, moi c'était en tout cas au moment de SmackDown, je me suis dit un petit carton jaune. Je trouve que c'est un peu cheap, Qu'est-ce qui est un peu cheap? Alors, on sait pas, écoute, on va avoir ton avis. Est-ce que c'est cheap? Est-ce que c'est pas cheap? Je ne sais pas, mais en tout cas, le main event de SmackDown, Bianca Belair, Dakota Kai. Affiche de rêve pour le public du Connecticut, qui, à 10 jours de WrestleMania, je pense, ne pouvait pas s'attendre à mieux en payant ses places pour ce SmackDown que ce match. Donc, écoute, un match entre Bianca Belair, Dakota Kai. Bon, somme toute assez propre, mais je pense, tu me donneras ton avis, rien de bien mémorable. Une victoire, une victoire quasiment sans suspense non plus, parce qu'on voit difficilement quand même Bianca Belair
perdre contre Dakota Kai et donc le KOD Kiss of Death qui se débarrasse de Dakota Kai, victoire, mais forcément ce qui devait arriver arriva puisque Kairi Sane et Asuka rôdaient autour du ring, donc elle commence à attaquer Bianca Belair, à la passer à tabac. Donc, ce sur quoi Naomi arrive. Naomi qui avait un peu plus tôt dans le show fait un petit pep talk, un petit speech de motivation à Bianca Belair avant son match, arrive pour sauver sa nouvelle copine. Mais ça ne suffit pas. Elles sont toujours que 2 contre 3. Donc la foule qui pense un peu suivre l'histoire qu'on nous raconte depuis quelques semaines, appelle Bayley. Bah oui, forcément, puisque ça semble logique, presque trop sans doute, peut-être pour l'esprit, les cerveaux débordants des bookers de la scène féminine, qui finalement prennent tout le monde à contre-pied. Et c'est Jade Cargill qui arrive, qui se paye même le luxe de remettre son entrée, son titantron, qui arrive en marchant tranquillement. Aux abords du ring et qui monte et qui fait un travail facile des méchantes qui s'en débarrassent assez facilement avec des gros slams, des spears, de je sais plus ce qu'elle fait, puis elle fait son finisher sur la pauvre non, c'était pas Asuka, c'était Kairi Sane. Je crois qu'il prend le finisher de Jade Cargill avec une pause extrêmement suggestive sur Kairi Sane pour asseoir sa domination. Jade Cargill qui donc termine ce show au centre du ring debout comme la star qu'elle était en arrivant, flanquée de Bianca Belair et Naomi et je crois pas que à ce moment-là on ait de défi lancé parce que bon, maintenant on peut aussi dire, vous savez, il y aura donc un 3v3 entre les Kabuki Warriors et Dakota Kai contre donc Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi. Je me demande si à la fin du show elles finissent pas en montrant le signe de WrestleMania, je sais plus. Si elles sont les trois, l'une à côté de l'autre et elles montrent. Ouais, voilà, c'est ça. Le logo. Donc Jade Cargill, écoute, qui, non content d'avoir fait sa grande arrivée à SmackDown, se retrouve soudainement à 10 jours de WrestleMania, également propulsée sur la carte, à côté de Bianca et Naomi, pour affronter les sous-fifres de Io Sky, on sait plus trop. Voilà pour ce main event et cet angle post-match. Qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Pour moi, le moment marquant, du coup, c'est l'après-match, en fait, l'arrivée de Jade Cargill qui, effectivement, marque quand même un gros truc pour son arrivée, quand même. Enfin, elle se retrouve quand même avec Bianca, Naomi, donc voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté star, elle va pas démarrer en low card, elle démarre directement au-dessus, donc c'est bien, tant mieux pour elle. Et puis effectivement, ça rajoute un petit peu de nouveauté dans cette division. Par contre, le match en lui-même, comme tu l'as dit, rien à dire. C'était pas marquant, mais c'était un match correct. Par contre, moi, ce qui m'a pas mal dérangé, au-delà, par la suite, on comprend que le but c'était de lancer un nouveau match pour WrestleMania, mais moi, je m'attendais vraiment à Bayley, à Io, à ce qu'il se passe quelque chose. On se contente pas juste d'un petit segment préenregistré à la fin quand le lecteur s'est arrêté. Je me suis dit ok, bon, voilà, moi je m'attendais vraiment à ce qu'elle se pointe. Oui. Voilà, je suis restée un peu sur ma faim, quoi. C'est bien pour Jade Cargill, je suis contente pour elle, mais là pour le coup, je suis je suis restée sur ma faim. Un peu pareil. Enfin, c'est vrai que c'est pour ça je m'amusais un petit peu de la réaction du public parce que comment leur en vouloir le public évidemment qui scande le nom de Bayley, c'est ce qu'on nous raconte depuis des semaines que c'est damage control contre Bayley. Mais alors c'est vrai qu'Io Sky n'a vraiment plus d'interaction du tout avec ses copines. Maintenant, c'est vrai ça faisait aussi un petit moment qu'on voyait aussi beaucoup les Kabuki Warriors et Dakota Kai un petit peu dans leur coin pendant que Io Sky réglait ses affaires. Là, c'est carrément encore plus tranché puisque Io Sky n'est pas venu aider ses copines. Bayley n'est pas venu profiter de la situation pour se venger de damage control. Comme d'ailleurs elle ne vient pas depuis des semaines, on a souvent critiqué avec IRM et d'autres le fait que les Kabuki Warriors pouvaient sereinement défendre leur titre par équipe un petit peu partout sans jamais que ça déclenche une envie, on va dire, à Bayley de venir foutre un peu le dawa chez ses rivales.
Donc on continue jusqu'au bout dans cette lignée je sais pas, de pas vouloir raconter grand-chose quand même avec toute cette affaire. Et on va se retrouver donc avec un 3v3 un petit peu sorti du chapeau là aussi. Alors, on peut se consoler avec le fait que bah écoute, on aura Jade Cargill à WrestleMania. Donc écoute, c'est pas inintéressant. Moi, je suis content. Je me dis, allez, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'en plus, elle va venir dans plutôt de bonnes conditions. Ce 3v3 va permettre aussi de pas mal la protéger. Elle va être entourée quand même de vétérans, de haut niveau quand même dans le ring. Donc, elle va pouvoir tranquillement, je pense, dérouler ce qu'elle a bien maîtrisé jusqu'ici. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, voilà, on en parlait tout à l'heure du tag match entre Santos, Dominique et Rey Mysterio, Dragon Lee et tout. Ça fait partie des matchs où il va falloir sortir les rames quand même dur pour susciter un petit peu de réaction. Bon, on est aussi un petit peu peut-être en droit de se demander si ce sont déjà que les places sont chères à WrestleMania. On sait pas je pense qu'a priori la liste des matchs est maintenant quand même globalement bouclée. Il y a 13 matchs d'annoncés aujourd'hui. Les places sont très chères. Il y a que 3 matchs féminins qui rassemblent 10 femmes maintenant, parce qu'il y en a eu 6 qui ont été ajoutés d'un coup. Les places sont très très chères. On est aussi en droit de se demander est-ce que c'est vraiment les plus méritantes qui sont à l'affiche de WrestleMania. On pense à quelques nanas qui triment quand même depuis début janvier, depuis pas mal de temps là, et qui donnent du bon spectacle. C'est vrai que je pense à Liv Morgan, je pense à Nia Jax, notamment pour ne citer qu'elle, qui peut-être peuvent l'avoir mauvaise. Moi, je trouve quand même de voir des nanas comme Naomi ou même tu vois, même Dakota Kai, je trouve qui vraiment font pas grand chose quoi. Mais bon, écoute. C'est un peu le côté particulier, je trouve, de cette rose, c'est que depuis le début, ils savaient très bien qu'il y avait 2 nuits à remplir. Et j'ai l'impression qu'ils se sont tellement focalisés sur, ce qui est très bien, mais sur l'angle Bloodline, Cody, Seth, le Rock et tout ça, qu'ils ont un peu laissé de côté le reste. Donc sur les 2-3 dernières semaines, là, ils nous ont booké des matchs vite fait. Et l'impression que ça me donne, c'est un peu le côté, ah merde, quand même, on n'a que 4 filles, il n'y a que 2 matchs, on essaye à chaque fois que ce soit à peu près égal. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, on en a 6 d'un coup. Bon, voilà, on boucle ce match vite fait, histoire de... C'est un petit peu l'effet que ça fait. Après, voilà, comme dit, ça donnera certainement un match qui sera pas exceptionnel, mais qui sera correct. Par contre, effectivement, ça sent un peu le côté de dernière minute. Il nous faut des filles, donc voilà, c'est tout. Ouais, c'est un peu ça. Écoute, en tout cas, voilà pour ce quasi dernier SmackDown, j'ai envie de dire, comme je le disais en intro de ce podcast, puisque on sait, la semaine prochaine sera consacrée la bataille royale, André the Géant, sans doute quelques packages vidéo. On sera à peine 24 heures du début de WrestleMania, donc fort à parier qu'il se passera pas énormément de choses. Donc pour ce quasi go home show de SmackDown, est-ce que tu en as eu, j'allais dire pour ton argent, non, toi, tu n'as pas eu à débourser une partie de ton précieux salaire pour voir Dakota Kai et Bianca Belair en main event. Donc est-ce que tu en as eu pour ton temps, Letty, cette semaine? C'est l'heure du mot de la fin. Ton top, ton flop, ta note. C'est vrai que c'était un show qui était quand même assez particulier, qui était quand même bien mid-card, on va dire. Le top, écoute, moi je vais le donner à l'ouverture. Le tag et ce qui s'est passé après avec Logan Paul, tout ça, j'ai bien aimé cette séquence et ça promet, je pense, de bons trucs pour WrestleMania. Le flop, alors là c'est compliqué. En général, j'aime pas trop le donner aux absents, mais là je vais dire quand même l'absence de Roman qui... parce qu'effectivement, même si on en revient à ce qu'on disait, ce petit angle avec Paul Heyman, tout ça, c'était sympa, mais voilà, je pense que ça aurait eu plus d'impact qu'il vienne nous le dire lui-même. Et ma note, je vais être sur un petit 3. Ah, quand même, c'est 3. Pas mal. Effectivement, si on se base sur le côté quasi go home show, je devrais peut-être mettre moins.
Mais si on le prend juste en tant que show, que SmackDown global, voilà, les matchs étaient corrects. Après, enfin, moi j'aime bien tout ce qui se passe autour des Mexicains, tout ça. Donc voilà, c'était quand même un show qui était pas trop mal. Allez, 3 pour Letty. Bah écoute, moi je vais être un peu plus sévère, mais parce que justement, ouais, comme tu dis, quasi go, enfin voilà, si on le traitait un peu comme un quasi go home show, moi je l'ai senti d'ailleurs pour paraphraser Gino du Discord avec qui je débat souvent. Il avait un mot assez juste sur cette émission. On avait l'impression qu'elle arrivait trop tard dans la road. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de voir un SmackDown que j'aurais dû voir il y a 4-5 semaines en fait, que ce soit pour même tu vois même l'angle d'ouverture que j'ai trouvé peut-être un peu bon, je me suis beaucoup diverti et d'ailleurs ce sera sans doute mon top aussi, mais peut-être un peu trop léger par rapport au timing. En fait, on est très proche de WrestleMania, on a peut-être envie peut-être d'un peu autre chose. Et puis même toutes les rivalités de mid-card qui d'un seul coup, voilà, on se dit oh là là, vite, il faut booker des matchs, il faut raconter des choses pour AJ Styles, LA Knight, pour les équipes mexicaines. Il faut vite finir les qualifications des tag teams parce que c'est vrai que c'est pas encore fini. Puis il faut booker un match 3v3. Enfin ouais, c'est un show un peu étrange qui arrive un peu tard. Et puis c'est surtout qui fait mal après le Raw all-time qu'on a eu la semaine dernière. Donc tout ce contraste me fait plutôt pencher vers un 2,25. Je vais être en dessous de la moyenne. Ouais, je trouve que c'est trop faible pour à 10 jours de WrestleMania, c'est trop mou. Mon top, je vais quand même malgré tout le donner à cette ouverture comme toi. Écoute, c'est le moment le plus divertissant de l'émission, j'ai trouvé. Clairement, c'est là où je me suis bien marré avec trois mecs qui maîtrisent pour le coup bien leur rôle et leur storyline. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et le flop, alors là, il y a de quoi faire. Ton flop, j'y avais pas pensé, mais ton flop est intéressant. J'aurais pu en effet donner à l'absence de Roman Reigns dans le clutch. Mais bon, écoute, je vais rester sur le segment sur lequel j'ai un peu tapé tout à l'heure. Je vais quand même donner mon flop au Luchador là, ce virage là de dernière minute qui me chiffonne parce que ouais, je trouve que ça va pas dans le bon sens et ça gâche un petit peu le petit potentiel à mes yeux qu'ils avaient dans cette rivalité. Je trouve qu'il est un petit peu gâché avec ce segment de SmackDown qui vraiment pour moi enterre un petit peu les espoirs de ce match sur la carte et le place vraiment tout en bas de la carte à mes yeux. Donc ce sera mon flop, ce sera mon flop pour cette émission et donc de 25. Bah écoute Letty, voilà, on a bouclé ce SmackDown. Donc c'est le moment redouté pour tout présentateur temporaire comme moi de l'autopromo. Bah, écoutez, cher peuple de Catch-Up, chers amis, vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux, sur Twitter, sur X hein, ou sur Facebook, sur Instagram @CatchupCDC. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur PodCloud, sur Spotify, sur globalement toutes les bonnes crèmeries de podcast, évidemment également sur YouTube, sur la chaîne Catch-Up, en podcast audio. N'hésitez pas à commenter, on se fera une joie de vous répondre et à rejoindre également notre serveur Discord. Le lien sera dans la description, que ce soit sur les podcasts ou sur YouTube. Venez nous rejoindre pour discuter de ces derniers shows, de ces derniers instants, voire ça parfois en discutons, on revoit les shows en live. Il y a toujours du monde pour venir parler de la WWE, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Letty, je te remercie beaucoup d'avoir fait ce binôme exclusif à quelques encablures de WrestleMania. C'était un plaisir. Eh ben, merci à toi de m'avoir accueilli et d'avoir présenté ce show. Eh ben, écoute, de rien. Eh ben, je te souhaite, et comme à tous nos auditeurs, déjà une bonne fin de week-end de Pâques, une bonne fin de route vers WrestleMania. Il reste encore un Raw, c'est ce soir, alors où nous enregistrons, et un dernier SmackDown. Et après, vous allez pouvoir tous kiffer le show des shows WrestleMania 40. Je pense que malgré toutes les mauvaises choses qu'on a pu dire sur un tel et un tel, on va se régaler. Et c'est bien ça l'essentiel. Donc, chers amis, chers peuple de Catch-Up, allez, écoutez, kiffez cette fin de road. Et Letty, à très vite. Ciao tout le monde. Uncasville, Connecticut. Ville du comté, nanana.
Oh là là. Ouais, c'est minuscule. Avec Saint-Péray. Il n'y a pas beaucoup de monde dans cette ville. Géographie. Ouais. Il y a 50 restaurants et 35 magasins apparemment. Ok.